Patrick Jeannot, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité de l'interview du vendredi cette semaine. Première question, je l'appelle tout le temps la question bête parce que personne, vous êtes connu, mais personne ne vous connaît pas vraiment. Ma première question, c'est qui est Patrick Jeannot? D'accord, je suis un citoyen mauricien, je suis né ici. J'ai grandi, j'ai été à l'école comme tout le monde, j'ai une belle carrière professionnelle et j'ai changé de vie un matin. Et j'ai retrouvé ce que j'ai souvent eu comme passion, qui veut dire la recherche du bonheur et le sujet du bonheur tout court. Voilà. Pourquoi c'est venu un matin? Ce matin, il y a eu un déclic, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas retourné au bureau, je n'ai pas pris mes affaires, même personnelles que ce soit, marqué mes verres, et voilà. Et je pense que c'est bien ici, voilà. J'ai un rythme différent, je n'ai pas les mêmes contraintes aussi, et puis je fais quelque chose que j'aime, voilà. J'écris. C'était le vouloir de faire quelque chose pour vous-même qu'ils a fait avoir ce déclic-là? Notre très faux de changer de vie. Ça fait une différence quand on travaille pour soi, quand on fait quelque chose pour soi. C'est aussi bien de travailler pour une organisation, pour apprendre à travailler, faire les choses professionnellement, c'est très important. Quand même, on apprend les choses avec les autres qui sont passés par là. Et après, un jour, c'est paf. Ah oui, parce que peut-être ça me trottait de... Moi j'avais... Est-ce que c'était là? Quand on me dit... J'explique. Quand j'avais 10 ans, j'ai toujours dit à 40 ans, je vais arrêter de travailler. Ah, c'est déjà... Ça fait plus de temps. À 40, 45 ans, 46 ans. En 2009, j'ai arrêté de travailler, voilà. Et là, vous êtes heureux? Ah oui! La différence, c'est que je pense qu'on est heureux souvent dans la vie, mais des fois on ne le sait pas. Quand on commence à comprendre comment fonctionne le bonheur et qu'est-ce qu'on peut apprécier, ça se vit dans l'instant présent, on va en parler. Ah oui, c'est différent. Vous avez dit ce mot-là, le bonheur. Alors, quelle est la définition la définition du bonheur? C'est la vraie définition. Non, la vôtre après. C'est la définition pour comprendre quelle est la différence entre le bonheur et ce que vous pensez être votre bonheur. On va commencer par le premier. C'est quoi la définition, disons, linguistique du bonheur? Je vais être très simple. Le bonheur, c'est un état d'esprit. Suivez-moi bien. On ne va pas dire quand je serai grand, je serai choqué. Par exemple, le moment qu'on vit, ça serait bien que ça soit du bonheur. On ne peut pas dire demain ou dans 2 minutes je serai heureux. Ça ne fonctionne pas. Le bonheur, c'est de vivre dans l'instant présent. Je donne un scénario. C'est connu, j'ai été salarié, j'ai été marié moi aussi. Quand on se marie, on a des projets pour sa famille, pour sa famille. C'est le compte du bonheur, on dit ça. On veut une maison, et puis si ça marche, on veut une maison secondaire, on veut une voiture bien sûr, c'est pas un luxe, et puis on veut une voiture pour sa femme aussi, et puis on veut que les enfants, dans certains cas, aillent à l'université. Mais finalement, on est en train de poursuivre quelque chose pour atteindre quelque chose. Moi, je viens simplement dire le bonheur, c'est un état, c'est dans le présent. Si je prends le cas, si je prends le cas d'un clochard, s'il a une bouteille de vin, s'il a un temps pour dormir, s'il a la tranquillité d'esprit, s'il n'a pas de problème de sécurité, et s'il se sent bien, parce qu'il est devenu cochon, on ne sait pas comment, ben, il vit un truc. Par contre, celui qui travaille pendant 10 ans pour être médaille olympique sur un podium, s'il se dit quand j'aurai cette médaille, je serai heureux, il y a quelque chose qui tombe pas rond. Si je comprends bien, Patrick Jeannot, votre définition du bonheur, c'est l'instant présent. C'est pas le but. Mais quand vous me dites comme ça, tout à l'heure, là, on se marie, on veut. Est-ce que le bonheur, de sa façon humaine, est associé avec le mot vouloir? C'est-à-dire, il y a un but? C'est bien de vouloir. Par exemple, moi, demain, j'aimerais bien que mon livre se vende. J'ai envie qu'on fasse une bonne entrevue, qu'on se comprend bien, que je puisse répondre à des questions. Je veux quelque chose. Mais seulement dans chaque instant présent, il y a un état d'esprit. Par exemple, moi j'ai des paramètres. Quand je me lève le matin, j'ai été tout à l'heure en ville. Si je me vois courir, je voulais prendre des repas pour des copains que j'allais rejoindre. Ben, je dis non, je ne vais pas prendre de repas parce qu'ils m'attendent à midi. Ils m'attendent pour une séance de travail. Alors, je fais des choix. J'ai des paramètres. Ou bien si je me vois très en colère pour un truc banal, il y a un truc qui tourne pas rond. Parce que la vie, on a des contraintes, on a des malentendus. On vit tout le temps dans cet instant présent. C'est ça, pour moi, qui nous rend heureux, qui devrait nous rendre heureux. Donc pour vous, le bonheur, c'est égal
instant présent. C'est l'instant présent, mais ça ne nous empêche pas de devenir milliardaire, de devenir une pop star, etc. Mais on vit tout le temps. C'est pareil, comme je vous attendais il y a un instant, vous avez un retard. Je me dis, mais c'est pas un drame, même si j'ai tout préparé, etc. pour notre rencontre. Si. Ben, tu vas attendre, ou bien ça sera une autre fois. J'ai fait une autre activité. Et puis, voilà. Mais est-ce que vous êtes contrarié souvent comme ça? Parce que vous dites, j'ai l'impression que dans votre vie, qui ressemble un peu à la mienne, c'est qu'il y a des squares. C'est-à-dire que quand un square n'est pas là, on le remplace par quelque chose. Moi, de nature, dans l'entreprise, j'ai toujours été exigeant. Si j'avais un seul défaut, peut-être pour l'employeur, c'est une qualité, je suis exigeant. Et même vis-à-vis de mes collègues, ça a quand même été une relation un peu difficile. Et puis j'ai un peu levé le pied, ok. J'admets les erreurs qu'il y a, ou bien j'admets les bavures, etc. Mais moi, ma nature, j'aime être précis. J'aime être à l'heure, j'aime être précis. Et j'écoute bien comme on me parle. On ne va pas me dire rouge ou bleu, etc. Je fais très attention. C'est ma nature. Vous êtes cartésien? Pardon? Vous êtes cartésien? Qui veut dire? Je sais pas, vous êtes très carré. À vous regarder là, oui, non, vous êtes très carré. Ouais. Donc, par exemple, là, je me suis préparé mentalement pour répondre à vos questions. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Peut-être que je peux me rattraper, mais c'est un fait. Est-ce que le bonheur, c'est dans le pré? Le bonheur... Ah, bonne question. C'est une bonne question. Le bonheur peut être n'importe où. Ce qui est bien avec le bonheur, c'est qu'il est dans notre personne, dans certains disent dans le cœur, etc. On le porte où on veut. C'est que quand on est heureux, où on va, on le porte avec nous. Et c'est pas quand je serai là-bas que je vais être heureux. Mais pourquoi le côté humain? Peut-être vous avez une grande expérience, l'expérience de la vie. Je l'ai recherché. Et pourquoi c'est ça, on dit tu es heureux? Non, je serai heureux quand je serai X, quand je serai ça. Je serai heureux quand mes enfants seront, je sais pas, ils sont devenus. Pourquoi on s'associe vraiment le bonheur, ou une forme de bonheur, pas celui au présent, mais au futur? Pourquoi c'est toujours au futur? Parce qu'on croit que c'est comme ça. Je vais vous montrer quelque chose de parallèle. J'ai trouvé ça très important de le dire, et quand je parle aux gens, que je sois entendu, je le dis, dans ce contexte-là, c'est très très important d'aimer son travail. Je ne le savais pas. J'ai moi-même grandi une fille, à 14 ans, elle voulait être chef. Je lui ai payé des cours professionnels, avec quelqu'un qu'on connaît très bien, qui parle ça à la télé, etc. Et j'ai été trouvé, parce que moi j'ai quand même bossé, j'ai bossé en Angleterre, etc. J'ai bossé dans les grandes cuisines. Et pour moi c'était le travail le plus dur. On commence des fois à 7h du matin, on finit à 1h du matin. On n'a même pas le temps de se parler, la cuisine n'attend pas. Et je lui ai découragé. Et je pense que ma fille c'était sa passion. Et j'ai fait une erreur quand récemment j'ai rencontré une cousine qui fait un job très simple, je crois, qui fait des tickets à l'aéroport. C'est pas un job à très très grande responsabilité au cadre, etc. Elle m'a dit j'adore mon boulot. Quand des avions sont en retard, mes collègues, elles pleurent, les maris, les enfants attendent, des fois 8 heures de temps, entre plaisance et pleine nuance. Moi je suis dans un bocage, je suis heureux. Je dis pourquoi? Je me dis parce que j'aime ce que je fais. Récemment, la compagnie qui a commencé à faire une promotion pour lui, le bassin pour lui c'est tout près, 15 minutes, sans trafic. Et comparé à l'aéroport, et même pour ses enfants, à des enfants, elle me dit non, je ne changerai pas parce que j'aime. Et là, j'ai compris quelque chose. Quand on fait quelque chose qu'on aime, ça ne va pas au bureau, ça ne va pas dans le pays. La paye, ça ne va pas, les salaires. On est dans un bocal, on est heureux. Il y a un truc qui se passe. Pour moi, un jeune, quand ça quitte l'école, ça doit aller chercher le travail, l'activité professionnelle que j'aimerais faire. C'est pas pareil comme activité plaisante. Ça, on fait ça pour le plaisir. On joue au golf, on a une cool, etc. On aime lire. D'activité. On se fait payer pour une activité quelconque. Est-ce que ça peut revenir à que ce que vous faites maintenant, c'est un peu ça, c'est ça que vous me dites, là, vous faites, je fais ce que je veux. Maintenant, vous êtes heureux, vous nagez dans un bonheur parce que vous faites ce que vous voulez, vous n'avez plus ce contact de boss, de machin. Vous êtes dans votre bocal à vous maintenant. Oui, et j'ai encore une marge de progrès, je dirais. Même vous, je pense par rapport à votre métier, j'espère que vous aimez ce que vous faites. Quand à un certain moment dans la vie, vous voyez qu'il y a un truc qui est à vous. Ça peut être la cuisine, ça peut être la mécanique. Vous sentez que c'est à vous, il n'y en a pas d'autre. Et plus vous apprenez, plus vous baignez dedans, vous êtes content. Par exemple, j'ai un cas assez paradoxal, des gardiens de but. Ils ne peuvent pas ne pas faire autre chose, ils aiment ça, et ils ramassent des buts quand même. Ceux qui travaillent avec les enfants,
des fois difficile. Ceux qui travaillent avec les personnes âgées, quand même, qui ont besoin de soins, ils ne peuvent pas. Ils sont dedans. Ils ont besoin de ce truc-là. Voilà. Quand je suis chez vous à Belle Étoile, je vois beaucoup de photos de votre passé. C'est votre bulle aussi, ça, je vois. Bon, moi, j'habite pas seul, et c'est vrai que la famille aime bien les photos. Donc, et c'est vrai que ça retrace un peu les moments qu'on a les moments qu'on a vécu. Des moments de bonheur, on peut dire, des moments intenses de bonheur. Bien sûr. Voilà, j'en vois un qui me rappelle, c'était un jour que j'ai aimé. C'était pas mal communion, l'autre un mariage à Oxford. Ah oui, on en a. Par exemple, je vais vous citer, le jour le plus heureux pour moi, c'est que j'avais, avec un bras cassé, j'ai battu un jeu que je n'ai pas battu pendant 16 ans. J'ai reçu une émotion extraordinaire. Et dans les gradins, je n'avais pas de faim. Lui, il en avait. On n'avait pas besoin de... Bon, là, je retourne un peu dans le passé, j'avais une fracture à la tête. Et avec la fracturation, le poignet était abîmé. Et j'ai pu arriver en finale avec un poignet qui était de quoi? De ping-pong. De tennis de table. Oui. Ça, j'adorais jouer. Alors, comment vous avez fait ce mélange de mal, parce que c'est contrastant, on a mal. On n'est pas concentré sur le bonheur. On est plus sur je vais me faire mal, j'ai envie d'abdiquer. Et là, vous avez tiré cette énergie pour aller battre cette personne qui était dans une condition physique, on va dire, normale. Ça, je peux l'expliquer. Je crois que vous parlez de... Ça aussi, c'est un bon sujet. Le mal, la souffrance, c'est un autre truc. C'est que souvent, on se retrouve dans un état où on n'a pas le choix. C'est comme si, on est dans un couloir, derrière nous c'est fermé, sur les côtés c'est fermé, on a un seul pas à aller. Mais la différence, je pense que je suis resté 1 mois sans travailler, le mental s'est beaucoup reposé. Je cite les grands sportifs comme ont été Michael Schumacher ou Ayrton Senna, de grands sportifs, se reposent quand ils ne sont pas sous les médias. Et le mental devient très fort. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pu battre quelqu'un. Mais par contre, je cite un autre truc aussi. C'est vrai que dans mon livre, il y a 3 trucs dont j'écris pas. C'est la politique, la religion et même les couleurs. Et j'essaie d'écrire au présent, même si c'est un livre complètement, parce que c'est la façon que j'ai envie de m'expliquer. Je cite un truc. Un coureur cycliste, il se fait beaucoup mal. Il souffre. Mais pour le but. C'est toujours là. Il y a toujours un objectif. En d'autres mots, je ne sais pas s'il a mal. Mais il souffre en tout cas. Il souffre dans une grande montée, il souffre pendant des kilomètres, pour un but, mais je ne sais pas s'il a mal. C'est différent. Vous blessez quelqu'un, pensez qu'il a mal. Il y a nuance. On parle du bonheur. Ouais. Quelle est la fracture entre le bonheur et le malheur? C'est énorme. C'est une Maurice, on parle. Quand on regarde l'humain, Patrice Jeannot, il est plus ancré, je vais dire, que sur le malheur que sur le bonheur. Non, là, je ne suis pas d'accord. Si je vous donne un verre, je mets une goutte d'eau là-dedans, vous n'allez pas me dire qu'elle est vide. C'est un concept, là. Là, on va rentrer dans un concept. Alors, à moitié vers vide. La vie est positive en elle-même. Je pense que l'homme est taillé et fait pour être heureux. Même si on prend l'homme des cavernes, on prend l'homme. Il y a quelqu'un qu'on a cité avec le 11 septembre récemment. J'aime dire quelque chose à propos de lui. Il était amoureux. Il avait une femme dans sa vie. Une femme de 20 ans, je crois. Ça prouve que l'homme n'est pas plus un méchant ou plus différent des autres. Voilà. Est-ce que je réponds à la question? C'est votre réponse. Le bonheur, c'est ce mot-là. Il y a on dit 2000 ans, mais je pense qu'il est là chez l'homme depuis bien longtemps. Et même Aristote en parlait il y a 2000 ou 3000 ans de cela. Est-ce que l'homme a changé depuis sur le bonheur? Ou est-ce toujours le bonheur simple, le bonheur dans le futur? C'est une bonne question. J'ai envie de dire non, que l'homme n'a pas changé. Pourquoi? On connaît le site Wikipédia. J'ai vu un truc dessus qui m'a choqué. J'ai jamais vu ça. C'est écrit There's never been a century without war. Et moi, je souhaite la paix sur ma planète. C'est peut-être on se demanderait. J'aimerais quitter cette planète. Je dis pas j'aimerais. Je dis devant la caméra, je quitterai cette planète. Elle sera heureuse et en paix. Pourquoi?
Pourquoi vous y croyez alors qu'on regarde même dans notre pays, un verre d'eau me coûte, mais ça ne me coûte pas, il faut y croire. Quand on joue au loto, vous y croyez, et ça ne sera pas bon, sauf quelqu'un. Mais ça me coûte, et quand on y croit, les choses peuvent changer, mais on n'y croit pas. Est-ce que l'argent fait le bonheur? On va apprendre un peu quelques dictons. Ouais, c'est bien. L'argent contribue. Avant, on avait de troc, comme on dit. J'avais des vaches, je les changeais contre des faveurs, etc. etc. Alors, c'est un moyen. Et c'est vrai que j'entends des fois des gens disent j'aimerais avoir de l'argent, mais pas trop. Alors, par contre, ils ne vont pas dire la même chose pour l'air. Ils ne vont pas dire la même chose pour la lumière. C'est vrai qu'il y a une distorsion là-dessus. On va pas en retourner, ça fait un gros départ. Mais peut-être, je sens que vous posez pas mal de questions pour situer où c'est ce noyau du bonheur. Je vais donner mon expérience personnelle. Quand j'étais enfant, je croyais vraiment, c'est pas rire bien se moquer de moi, je croyais vraiment que Dieu m'avait mis sur terre pour jouer, il n'y a pas de rôle. Pour moi, jouer était égal. Et puis ça a été, j'avais envie de, c'est vrai, j'étais enfant, j'avais envie d'être aimé par une fille ou bien des filles, etc. Et puis ça a été, j'ai fait 5 ans au collège, je n'ai jamais appris. J'avais envie de faire du sport, que ça. Ça n'a pas été le cas, parce que c'est pas moi qui choisis. Quand on est enfant, c'est pas un enfant qui choisit. Et puis, je pense que j'ai quand même boudé, je n'ai pas travaillé pendant des années, et puis j'ai commencé à travailler, à entrer activement dans la vie professionnelle. Et puis, après, quand je continue, et puis quand on travaille, on a de l'argent. À l'époque, je m'achetais des raquettes de tennis, et je me suis fait des cours de tennis, etc. Et puis j'ai voulu partir. Il y a ce côté matériel, comme on dit. Même jusqu'à maintenant, je rêve d'une Ferrari, mais je sais que ce n'est pas le plus important. C'est un tas de Ferrari pour 15 millions. Qui sait, peut-être je l'achèterai un jour. Mais moi, je suis conscient de ce que c'est. C'est un bel outil, comme ça peut être une belle bague, ça peut être un château. Mais au moins, la différence aujourd'hui, quand j'ai fait des recherches, en faisant des recherches même pendant des années, je sais que c'était pas vraiment ça. Est-ce qu'il y a différentes formes de bonheur? Parce que non, il y a parce que là, vous dites, j'étais heureux quand j'étais à l'école, je voulais être heureux avec des demoiselles, avec des copines, comme on appelle. Mais maintenant, vous voulez être heureux. Alors, essayez de définir le bonheur. Par exemple, dans le livre qui est en chantier actuellement, j'ai 8 exercices. Un de ces exercices-là, c'est le sourire. Et souvent, vous allez me confirmer ça, quand vous boudez, quand quelqu'un vous a embêté, quelqu'un à qui vous êtes familier, vous n'avez pas envie de sourire. Pourquoi? Parce que les scientifiques ont démontré que quand on sourit, ça fait une chimie dans le corps. Et ça vous change. Vous voyez un peu la nuance? Quelqu'un qui boude, etc. Alors, le bonheur à l'intérieur d'une personne a quand même des composants. Voilà. Quels sont un peu ces composants? Il y a le côté chimique, il y a le côté environnemental. Allons voir un peu. Quelqu'un qui est posé, qui aime le calme, qui aime le sourire. Le sourire et la position faciale normale. Certains descendent pour lui dans leur BM, bien dans leur Mercedes ce matin, on aspect très seul, et c'est pas normal. Et il croit que c'est normal. C'est que dans l'adolescence, quand l'enfant grandit, il croit qu'il doit être sérieux. Même les filles, elles vont tout faire pour ne pas regarder X, Y, Z, le chemin, tout ça. Alors, il y a des composants. Alors, dans le premier livre, je pourrais les citer en chapitre, comment je montre globalement le bonheur. La première chose, c'est est-ce qu'on le veut vraiment? Je vais vous citer un cas. Même, je vais vous voir en moto. Quand quelqu'un se met dans sa voiture, il cale. Il démontre qu'il a voulu démarrer. Il cale. Qu'est-ce qui se passe? Il y a deux voitures qui lui klaxonnent. Ça prouve qu'ils sont pressés, ils veulent aller vite, ils veulent avancer, mais ils pénalisent, on perturbe la personne qui est devant. Il y a inconsciemment, ou on ne va pas se dire que la cigarette est une excellente chose. Je pense comme un aliment ou quelque chose qu'on pourrait mettre dans son corps, il y a bien mieux que ça. Mais l'homme n'arrête pas de s'encourager à fumer. Je vais un peu plus loin. Récemment, j'ai eu quelqu'un qui m'a téléphoné, il m'a dit Patrice, tu sais, tu écris un livre, on ne sait plus quoi faire avec les gens, on ne comprend pas, etc. Je lui ai dit quel est le truc? Ok, j'ai compris, je vais te dire un truc. La cigarette, je le montre parce que pour moi, c'est la plus grosse haine qu'il y a sur la planète. Qui c'est qui produit les cigarettes là-dessus? Qui c'est qui met sur les beatballs là-dessus? Qui c'est qui le fait? Maintenant, comment est-ce qu'on peut reprocher des adolescents à le faire? Bon,
bien sûr, ils doivent savoir ce qu'ils font, mais c'est pas vrai. Il faut quand même arriver à la montée. Mais c'est très fort, la différence est très forte. C'est pour ça que je crois qu'il faut avoir des idées assez claires, quand même dans ce qu'on vit dans la vie de tous les jours. Hein. Alors, quand vous dites un jeune fume une cigarette, il a un sentiment de bonheur, parce qu'il fait partie d'un clan. Oui, on appelle ça le peer pressure, oui. Mais il y a toujours un homme de 22 ans, 23 ans qui va se shooter à n'importe quel produit que vous voulez. Oui. Il cherche le bonheur, parce qu'il veut s'extraire de ses soucis actuels. Il cherche quelque chose de bien, il se fait un truc, etc. Mais il faut arrêter, il faut s'arrêter pour dire que ça c'est bon, et ça c'est pas bon, et ça il faut pas le faire, et ça il faut le faire. Alors je reviens, si je peux poursuivre. Alors la seconde condition que j'ai écrite, c'est le bien-être. C'est important. Moi, quand je monte le lit, j'ai jamais peur de dire ce que je fais. J'embrasse mon oreiller. C'est tout con, mais je ressens le moment de bien-être, je me sens bien avec moi-même, j'ai passé une bonne journée, et je dis merci à l'univers pour la journée que j'ai eue. Et puis si j'ai des choses à dire, et je m'endors. Le troisième, c'est la santé. Et ça, souvent on dit... parce que j'ai entendu, les milliardaires, les gens, ils ont trop d'argent, les millionnaires, etc. Milliardaires et millionnaires, ils ont un truc. Qu'ils soient, maintenant ils sont chefs d'entreprise, ils pourraient être des stars aussi. Dès qu'ils commencent à être malades, ils s'arrêtent. Parce qu'ils se rendent compte à quoi ça sert, que j'ai fabriqué autant d'argent, que j'ai autant de facilité. Je ne suis pas obligé de prendre le bus, je peux prendre un hélicoptère. Bien, je peux arrêter de travailler. Bien, je peux faire le tour du monde. Ils s'arrêtent et ils vont se soigner. Ça peut être c'était écrit, je l'ai testé sur Internet scientifiquement. Quand vous avez de la fièvre, vous avez l'influenza, vous vous arrêtez pendant 2 heures. Même pas écouter de la musique, une activité cérébrale, et ça passe. Alors ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrêtent, et puis pour retrouver un état normal. Et contrairement à un employé qui est dans une entreprise, il va essayer de boucler, et là la température monte, et il est plus malade pour 3 ou 4 jours, quelques semaines. Alors ça c'est la santé. Le quatrième, en chapitre 1, je ne dis pas en ordre d'importance, c'est l'argent. L'argent est important. Si moi j'ai une grand-mère qui a un problème de cœur, il faut se faire opérer, mais j'irai chercher, c'était en 1966, ça aurait été Bonheur, le docteur Bonheur, c'est ça? J'aurais été chercher le meilleur. Il faut du fric. On veut acheter des bijoux à sa belle. Il faut du fric. On veut bien manger. Il faut du fric. Aujourd'hui, bio coûte plus cher que... Oui. Alors, comme j'aime bien la vie, récemment, je me suis payé des cours avec les professionnels de l'agriculture, ceux qui produisent des légumes dans les marchés. Et j'ai appris quelque chose. On dit qu'il y a de la chimie, c'est vrai. Ils le disent, même dans le cours, on l'a dit. Mais j'ai appris un truc, il suffit de laisser les légumes 7 jours posés dans le frigidaire, et tu t'achimies pas. Bon, ça c'est une pratique. Alors, on parlait de l'argent, et puis activité professionnelle. Moi j'ai un grand truc à dire, il faut aller chercher. Moi, j'ai connu un truc, j'ai 27 fois commencé une activité professionnelle. J'ai taillé des diamants. Le plus beau que j'ai fait, c'est de prêter ma voix aux acteurs. Pour les films. C'est intéressant. Pour les brésiliens ou mexicains, etc. On est payé à la seconde. J'ai même vu des acteurs comicaux qui ont une bonne diction, etc. Et c'est très important d'aller chercher. Alors, à 45 ans, j'ai eu la chance de faire mon plus vieux regret, c'est d'entrer à l'université, études tertiaires en forme des professionnels. J'ai dû payer 3 tests d'aptitude pour ne pas me rater, et ça, c'est tombé sur le marketing. Et c'est là que j'étais très content, même s'il fallait aller dormir à 1h du matin, travailler, et puis en même temps. Alors ça c'est important. Et vraiment on tombe dans un beau cas. On est heureux. Moi, récemment j'ai rencontré une dame, là où mon dit se rééditer. Elle me dit, mais j'aime mon travail. Mais j'aime pas rester chez moi. Elle est souriante, elle est relaxe. Moi quand je suis rentré, elle me stressait parce que elle n'était pas pressée, vous avez son papa, etc. C'est très important. Le temps c'est important pour être heureux, le temps. Avoir la coulée douce. Par exemple, là je me rends compte que je parle vite, je le cite, le temps, il faut le fabriquer, je vais expliquer comment, et puis il faut prendre le temps. Par exemple, là je parlais bien plus vite avant, je faisais même la cour vite aux filles, j'ouvrais même une porte, je me suis rendu de fond une fois en entreprise, j'ai cassé une côte à une femme, flic, sur l'autoroute. Mon avocat, c'était un ancien Premier ministre récemment. Et puis j'ai dit non, il faut que ça cesse. Et je fais un truc tous les jours, c'est que je mets mes 2 mains sur mes genoux et je prends le temps, je marche, parce que le test moi-même, ça ne suit quand même pas ça.
Alors c'est très important de prendre le temps pour vivre. Et j'ai fait une carrière. Pendant 20 ans, j'ai travaillé. Et il y a un truc que je faisais, c'est que le chauffeur d'entreprise passait me prendre, on dit à 8 heures. Et moi, j'arrivais tous les jours à 8h moins 10. Je veux dire, 5 minutes, c'était pour lui. C'était de mauvaise humeur qu'il ait quitté sa femme le matin, qui passe un peu trop tôt. Et puis, en chemin, je peux serrer la main à quelqu'un pour dire bonjour. Il me dit, mais tu t'es pas pressé? Je dis non. Ou bien si j'ai oublié ma clé, ou bien mon repas de midi. Et je l'ai fait. Et je trouve ça très très bien, on n'est pas stressé, on est plus cool, etc. On peut voler ces 15 minutes-là avant d'aller dormir. Et puis, quand je conduis aussi, je prends plus de temps, parce que sinon on s'énerve, on est pressé, et on finit jamais. Très important. En préambule, avant de venir devant la caméra, vous me disiez que le bonheur c'est un sujet maintenant à Oxford. Oxford. On étudie Oxford, voilà. Bon, Aristote a dit que c'est un des plus grands penseurs de l'univers, hein, et bien que j'étais passionné du sujet, j'ai quand même fait des recherches quand j'étais enfant. J'ai fréquenté ce qu'on appelle des sectes, parce que je cherchais un peu Dieu, quoi. J'avais envie d'être heureux. Alors venons-en. Ce qui s'est passé à Harvard, comme Barack Obama peut en témoigner, c'est qu'avant les grosses têtes des étudiants prometteurs, intelligents et tout, ils se tournaient vers l'économie. Et récemment, le sujet du bonheur, qui a démarré par Tal Ben-Shahar, un champion de badminton, et puis bourré de diplômes aussi en psychologie, etc. Sa première classe, il y avait 8 élèves, et puis ça a poussé à dépassant le millier. Et il a porté cette étude-là aux élèves, et il y a eu un truc fascinant qui est arrivé. Il y a eu des parents, et grands-pères, grands-mères qui sont venus à l'université pour dire, mais qu'est-ce que vous avez fait à mon gamin, à mon jeune de 20 ans? C'est qu'il a changé. Il est mieux, il est plus épanoui, il est éveillé, il est plus concentré, etc. C'est là que ça a explosé. Et de par le monde, en France, partout, même en Amérique, et ils font beaucoup de recherches. Hein. Je crois en 2015, il y avait peut-être 100 universités qui faisaient des recherches sur le bonheur. On apporte de nouveaux éléments. Et moi, je le dis maintenant, c'est pour ça que récemment, j'ai quand même contacté des ambassades, j'ai écrit à la présidente de notre République, j'ai écrit au ministère qui m'a répondu, qui m'a transféré. On ne va pas attendre un autre pays développé comme les États-Unis ou la France, d'introduire, comme on a introduit les mathématiques et l'anglais, le français il y a des âges, pour faire la science du bonheur. Pourquoi? Parce que ça apporte beaucoup d'avantages. Même l'enfant, ça arrive malheureusement que les parents divorcent, l'enfant est mieux armé à affronter, à vivre ce genre de situation. Il est plus concentré, épanoui, il a du succès à l'intérieur de l'école. Ça c'est pour l'écolier, mais si comme c'est une formation, ça peut aller vers les centres, vers les universités, etc., etc. Alors récemment, et j'ai pas encore arrêté, j'essaie d'en parler, mais je crois que les gens sont pas très, peut-être sont pas prêts, ou peut-être que d'autres médias étrangers en parlent, je sais pas. Oui. Pourquoi on n'est pas intéressé? Parce que le bonheur, c'est... Bon, je deviens spécialiste dans le bonheur, c'est... Okay. Ça ne rapporte pas d'argent. On ne peut pas faire une profession, ça, rapporter du bonheur. On pourrait être peut-être coach, mentor. C'est un peu parce que beaucoup de ces personnes que vous dites qui sont dans un bonheur, ils sont heureux, ils ont à côté, il y a généralement un coach qui leur motive et essaie de les faire voir un peu du blanc dans du noir. Ouais. Mais soyons d'accord pour quelque chose, vous allez me confirmer. On est d'accord qu'il y a des gens qui peuvent être très heureux, ça peut être un enfant. Venons-en aux enfants. Vous savez, l'enfant, il naît heureux. Et puis ça change. Par exemple, à l'âge de 3 ans, il commence à être égoïste. Des fois, on le claque, mais c'est normal. Et l'enfant, quand il est heureux dans une pièce, tout le monde le ressent. Et il n'a pas de peur de cacher ses émotions. Quand il n'est pas compréhensible, le voisin le sait. Et vous savez ce que c'est un enfant? Un enfant, il vit dans le moment présent. À côté de chez moi, il y a une école, il y a un truc pré-primaire. De temps en temps, j'entends des enfants qui hurlent parce qu'on les met pour le premier jour. Pourquoi? Parce qu'ils croient que c'est les derniers jours qu'ils vont voir leurs parents. Ils ne le savent pas. Parce qu'ils vivent, they live in a present moment. Nous, adultes, parce qu'on est comme ça, parce qu'on a changé à l'adolescence, etc.,
On sait que ça va arriver demain, après-demain, si quelque chose est renvoyé, mais l'enfant, lui, il vit dans le moment présent. On lui arrache son jouet. Il croit qu'il ne va jamais le voir parce qu'il vit dans le moment présent. Et ça, c'est ce que j'essaie de dire. Justement, pour retourner à la définition de coach, est-ce qu'il y a des coachs du bonheur? Il y a des coachs qui font ça, des mentors du bonheur? Il y en a. Je sais qu'un psychologue fait 7 ans d'études, mais je n'ai pas la précision. Un coach du bonheur, il y a des formations qu'ils font. Premièrement, ils sont intéressés, ils sont très intéressés par le sujet, sinon ils feraient autre chose. Et puis souvent, on a tendance à penser que quelqu'un qui est très heureux et très sophistiqué, et c'est pas vrai. C'est peut-être un enfant, c'est peut-être un voisin, comme la dame que j'ai rencontrée. Et moi, ça me fascine quand je vois quelqu'un qui me dit que j'aime mon travail, parce qu'on passe sa vie dans son travail. On voit plus dans son travail qu'à la maison. Et pour moi, c'est étonnant. Et s'il faut aimer son travail, sa passion, pour être vraiment heureux? Il faut aimer son travail, parce que si on quitte sa femme et ses enfants... Il y a plus de travail qui reste. Moi, je vais raconter un cas, je ne vais pas citer de nom. J'avais un très bon copain, c'était peut-être son seul copain, qui a quitté un grand groupe apologique qui est venu travailler où je travaillais. Et puis, les choses se sont mal passées. Il disait pas bonjour à ses 4 collègues du même espace, et puis ça a duré pendant des années. Et puis moi, il me côtoyait, même à un certain moment, il ne faisait pas son travail. On attendait, il avait une commande, il ne faisait pas. Il a perdu la vue. Et moi, je suis sûr que c'est cet état-là qui a sûrement provoqué ça. Et il est mort à 42 ans. Étonnant. Je vais même plus loin. Pour moi, le plus gros poison qu'il puisse avoir, c'est la haine. Quand la haine rejaillit dans le corps, ben, qu'est-ce qui reste? Pour être heureux, il faut s'aimer soi-même en premier. Très important. Je suis passé par là. Moi, je suis passé par des phases. De bonheur, je le poursuis depuis que j'ai 11 ans, mais il y a peut-être 3 ou 4 ans que j'ai vraiment compris le noyau. Le noyau, il faut s'aimer. Et dans mon second livre, je dis encore, le premier exercice, ça 4 petits exercices. Le premier, il y a un pays qui adore le faire, c'est se critiquer. On sait, qui sait. Et critiquer, c'est comme une pièce. On se critique, c'est la même chose, on critique les autres. Et quand on se critique, on ne s'aime pas. Imaginez la personne que vous aimez le plus au monde. Ça peut être un bébé, ça peut être quelqu'un qui vous est cher. Et si vous le mettez à le critiquer, pourquoi pas que vous aimez la personne? No way. Vous êtes d'accord là-dessus? Je sais pas, on peut avoir une... Allez, on va dire. Quelqu'un se marie, le lendemain, il critique à mort sa femme. Je ne crois pas qu'il aime sa femme. Alors, inversement, si on se critique soi-même, je ne sais pas comment on va dire ça. On fait de l'autocritique. Il y a comme des lois, il y a un truc qui existe dans l'air, et on ne peut pas réussir. Et moi, j'ai commencé à le pratiquer, et 2 jours après, c'est un exercice. Et il faut pouvoir le maîtriser. Arrêter de se dire, je suis moche devant le miroir, je ne vais pas pouvoir faire ça, c'est nul, c'est pas pour moi ça. Il faut arrêter, et surtout se surveiller, arrêter de critiquer les autres. On a toujours qu'un truc, que ce soit un politicien à la télévision, ou un sportif, parmi les vues, on passe son temps. Généralement, ça, à partir de nous, c'est un conflit au niveau. Quand on fait la critique, c'est qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'a pas la même opinion. C'est une question d'opinion, mais on le détourne d'une certaine façon. Moi, ok, d'accord. Moi, comprenez quelque chose. Il y a quelque chose que j'ai vécu, et quand j'écris un livre, il y a quelque chose que je dois vérifier par rapport aux grands, ceux qui enseignent, les scientifiques, les spécialistes. Alors, simplement pour vous dire, mon livre, quand je l'ai sorti, je l'ai envoyé en Amérique du Sud, en Australie, en France, pour le faire casser. J'ai besoin de ces critiques-là. Heureusement que j'ai eu 2 critiques à Maurice, je manquais d'exemples, etc. Comme je vous dis, on ne peut pas dire n'importe quoi, il faut être sûr de ce qu'on dit. C'est pareil, s'il y a un enseignant qui enseigne de la médecine à l'université, il ne pourrait pas dire n'importe quoi. Il faut être sûr de ce qu'il dit. Mais... il y a des choses qu'on peut discuter. Même les scientifiques n'entendent pas sur des trucs. Mais il y a des trucs, comme je prends un verre, je le lâche 1000 fois, on va être d'accord dessus que ça se passe comme ça. Non, on peut avoir différentes... une opinion différente, oui, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a diverses opinions sur le bonheur? Tous ceux qui écrivent sur le bonheur, ils n'écrivent pas pareil. Mais seulement, ils ont le même but. Ce même but-là, c'est dans le noyau de quelqu'un. Il faut qu'à l'intérieur de lui, il ait le bonheur. Je vous cite un cas. Normalement,
vous payez l'électricité. Oui, tout le monde paye l'électricité. Par rapport à vous payer l'organisme national. Ouais. Imaginez-vous, vous ne payez pas l'électricité, vous fabriquez vous-même dans votre maison votre électricité. J'ai envie de dire que être heureux, connaître le bonheur, c'est fabriquer soi-même son bonheur. Comment le fabriquer? Parce que l'homme, il est complexe. C'est un grain de sable, pour lui, ça devient une montagne. Quand on commence à comprendre à quoi ça sert le sourire, c'est un sourire intérieur. Je peux être dans mon lit le soir et penser à la condition que je vis, à simplement ce que je vis, je suis content de ce que je vis, et de recevoir. Comment est-ce que Patrice Jeannot communique son bonheur? Comment vous le communiquez? Vous n'allez pas me dire, vous marchez dans votre quartier, vous êtes tout souriant, c'est M. Bonheur qui passe. Non, je tâche d'être, par exemple, ça c'est un truc, il faut quand même respecter les gens, il faut avoir une bonne tête quand on les voit, etc., il faut savoir communiquer. Moi, quand je vois quelqu'un, des fois, j'appelle quelqu'un, c'est moi qui appelle, parce que j'ai quelque chose à dire. Non, lui, il me déballe toutes sortes de trucs. Il avait quelque chose à me dire, je lui laisse parler, mais quand il a fini de parler, moi j'ai besoin de m'exprimer. Je pense que la relation avec l'autre est quand même très importante, il faut savoir la soigner. Quand vous parlez avec quelqu'un, il peut ne pas être dans un bon mood, mais n'attendez pas que vous allez être là pour le voir. Je pense que ça se soigne. Et puis, on peut toucher quelqu'un par un sourire, par une façon de parler, je suis content de te voir, prends ton temps. Le body language aussi est important dans le bonheur? Le body language, on ne peut pas le cacher. Je sais pas, moi, on peut être dans un vêtement très large, ouais, qui cache toutes les formes, ouais, mais il y a des gestuels qu'on appelle la gesticulation qui va vous dire qu'on peut afficher le plus joli sourire, mais à l'intérieur, c'est du noir complet. Mais c'est une pratique qu'on fait. Alors, on va dire, si j'ai affaire à une personne très suicidaire, on va dire ma grand-mère, et s'il y a quelque chose qui vient de me stresser, ben, je ne vais pas lui montrer ça, parce que on fait le choix de faire. Vous faites bonjour, hein, vous souriez, vous partez, ça va. Oui, mais jusqu'à un certain degré, on ne peut pas cacher. Pourquoi justement on n'arrive pas à cacher? Pourquoi on n'arrive pas? Parce que c'est faux, si quelqu'un vient de perdre son job, bien que quelqu'un vient de perdre une personne précieuse, c'est difficile de cacher. Il y a des gens qui arrivent à le faire. Par exemple, les politiciens qui ont un gros coup de massue sur la tête, ou bien de catastrophe, ils montent un sourire, mais ça c'est un peu le jeu. Les grands présentateurs aussi, ils savent. Les gens qui les connaissent se disent tiens, il a un problème aujourd'hui, il n'est pas bien aujourd'hui. Mais nous, on ne peut pas le voir. Pourquoi c'est dans le cercle, comment on appelle le inner circle, voir que ce que le grand public ne voit pas? Ils sont acteurs parce qu'ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Des fois, on entend, comme je crois qu'on avait cité récemment Gad Elmaleh, qui s'est séparé, mais il monte sur scène et il fait rire aux gens. C'est son métier. Voilà. Vous qui avez voyagé dans beaucoup de pays, le bonheur à la mauricienne est différent du bonheur, je sais pas, en France, en Angleterre. Est-ce que le bonheur en Inde est pareil comme le bonheur mauricien? Okay. Alors, je vais toujours vous rappeler, le bonheur, c'est quand le bonheur se trouve à l'intérieur de soi. Okay. Là où on va, ça marche avec nous. Mais allons voir un peu, les pays les plus heureux, ça serait les pays nordiques. Le premier, c'est le Danemark, ça a été mesuré par les scientifiques. Puis, les 5 premiers, il y a l'Inde, la Suisse, l'Autriche et l'Islande. Voilà. Des pays très froids. Oui, il fait froid. Mais quand même, où les conditions de vie, les gens sont gâtés. Allons venir au Danemark. Je ne sais pas si on paie autant d'impôts, mais le gouvernement est là, il vous soutient, le gouvernement vous soutient. Et puis, peut-être un peu la mentalité des gens aussi. Par exemple, le Danemark, dans leur histoire, ils étaient résignés. Ils sont passés par là, ils ont été là pour plus accepter les choses par rapport aux autres pays. Par exemple, récemment, j'ai fait une recherche des 10 pays les plus pauvres. Bon, il y a peut-être pas l'Éthiopie, j'arrive pas à le voir bien. Mais ces pays-là, ils n'ont pas de ressources. Et puis l'école, c'est pas comme dans les pays européens. Moi, c'était quelque chose de très important. Je viens de travailler dessus. Le bonheur, par exemple, vous avez hérité 50% de vos parents, de vos gènes. Papa, maman, etc. Les 10%, vous l'avez de votre pays. Est-ce que Maurice est en guerre? Est-ce que j'aime mon quartier?
Est-ce que j'aime ma famille? Est-ce que dans mon entourage, on s'entend bien, etc., etc. Et 40% de vos choix. Comme vous venez de me dire, vous êtes multipurpose, c'est un choix. Comme c'est un choix d'être venu ici, alors votre vie, s'il y a quelque chose qui peut être varié, c'est ces 40%. Là. Voilà. On peut dire que le bonheur est variable et c'est le choix de la personne. On va dire le bonheur varie, le bonheur que peut vous donner un pays par rapport à un autre varie de pays en pays. Voilà. Mais les 40%, c'est une ah oui, les 40%. Je choisis mon bonheur. Oui. À 40%, je maîtrise en minorité mon bonheur. Vous voulez travailler sur un fort, très loin de la terre, seul en mer, il y a des livres une journée, ou bien écoutez, je sais pas si vous avez Internet, ça c'est votre choix. Et vous allez être heureux par rapport à ça. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait être heureux? Patrice, dernière question, Patrice Jeannot, qu'est-ce qui vous fait être heureux? Moi je pense parce que j'ai traversé une vie pour comprendre que des choses simples nous rendent heureux. Donc bien sûr on a besoin d'un toit, on a besoin de manger, etc. Mais tout passe par l'activité. Même si je pense quelqu'un qui est tétraplégique, qui est dans un fauteuil, bien assis toute une journée, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il y en a 60 000 pensées. Et qu'est-ce qu'on fait comme activité? Et qu'est-ce qu'on fait de sa vie? Et surtout, on n'est pas venu dessus. Notre attitude. Venons-en. Comme je viens d'en parler, un clochard qui dort sur le pont, qui a un matelas, et qu'il n'y aura personne à lui voler son portable, parce qu'il n'a rien. Il a peut-être de temps en temps, peut-être il demande un peu d'argent aux gens, il fait la manche. Il a une bouteille, et puis il fout des poubelles, il y a des sandwichs. Waouh! Il est heureux là. Quand il me voit, peut-être moi, peut-être j'ai quelque chose à faire, lui n'a rien à faire, il se la coule douce. Mais quelqu'un qui est milliardaire, bien qui est millionnaire, qui a fait une bêtise, ou bien qu'importe, pour le coup des choses, perd tous ces trucs, c'est pas pareil. Il y a un truc là. Quel truc il y a? Il a perdu quelque chose. Le fil conducteur? Il a perdu quelque chose avec lequel il s'attachait. Maintenant, venons-en un peu, j'ai envie de dire au moine tibétain. Allez-y. Ok, qui mange une bol de nuit le matin, qui font leur rituel, etc. Ils n'ont pas grand-chose. Ils ont une robe, ils ont un toit, et... Ils méditent beaucoup. Ils font de la prière, mais ils méditent. Ils méditent, ils ont des, j'appelle ça des rituels, comme ils plantent des légumes aussi, etc. Et ces gens-là, ils ont compris ou ils ont été formés que dans la vie, le bonheur, c'est plutôt à l'intérieur. Et je ne vais pas chercher, comme il y a un livre qui circule, je n'ai pas voulu l'acheter parce que j'en lis beaucoup quand même, le moine qui avait vendu sa Ferrari, c'est que... C'est un bon moine alors. Même moi, ça me plairait un beau château, ça me plairait une belle voiture, mais je sais qu'il faut que je prenne le rétroviseur, que je cherche à l'intérieur. Comme s'il faut accepter que c'est à l'intérieur ça. C'est ce que nous sommes, c'est ce que nous faisons qui ça nous rend. Par exemple, on est tranquille, on est paisible, on est en vacances, bien, on fait une randonnée, on sent quelque chose. Ou bien, oui, on sait quelqu'un qui n'a pas vu depuis un bout de temps, on ressent quelque chose. Voilà. C'est toujours de La table aussi, c'est un bonheur. Vous avez été chef. La table aussi, c'est un bonheur. C'est un fond de dire, mon gars, bon manger, mon sentiment bien, mon donne plein de bonheur. Comme Anne Mauricien trouve sur lentilles, sur poisson salé, il dit, moi, là, monsieur, connaît là, c'est mon bonheur. Je vais pas le dire, manger, c'est un vrai plaisir. Le plaisir de la chair, sur le touche. Même là, on vient de prendre un jus, moi j'adore les jus. Ça fait plaisir. Il y a des, disons, une journée, on a toujours des petits plaisirs. On a un copain qui vient nous appeler, quelqu'un nous apporte un petit gâteau, ou bien, pour une fois, je prends un livre, je me retire complètement pour le lire, c'est ce que je fais. Des fois, on a une maison à rez-de-chaussée étage, s'ils sont en train de je descends au bas et vice-versa, ou bien un matin, je décide derrière Fika en faire dans la mer pour aller prendre un bain, à 6h, 7h, waouh! Mais vraiment, c'est quelque chose que je recherche comme ça. Ou un autre truc, j'aime manger un sorbet qui est à base de citron. Ça secoue ça. J'achète un litre et je finis en 2 jours. Je fais ça tous les 3 ou 4 mois. Pourquoi c'est votre instant bonheur ça? Non, oui, je sais que je vais le prendre en 3 ou 4 mois et je vais le faire. Ou bien je vais au cinéma, j'ai un budget pour ça.
plus de 2 fois, plus d'une fois, bien 2 fois. Quel est votre film bonheur? S'il y a quelqu'un là qui passe le plus grand... Une seconde, je termine la question par déjà. Là, j'ai quelqu'un qui vient avec une montagne de problèmes, de soucis, j'ai dit, tu prends ce film-là, tu vas changer d'idée dans 1 heure de temps. Très bien dit. Dites-moi. Dans les moments les plus durs de ma vie, parce que j'en ai eu, pas de dire que j'en ai pas eu, le cinéma était le seul moment à porte de soleil où j'avais un blank. Le grand écran, juste avant que je rentre, c'était différent. Mais comme ça commence, ça me remplit la tête et j'avais un moment moins douloureux pour ce que je vivais. Et j'en ai gardé une habitude, j'étais même abonné à un cinéma. Qu'importe le film, plus c'est divertissant. Dans mon livre, je dis carrément de ne pas voir les films d'horreur. J'explique pourquoi. On peut mesurer certaines choses. Remarquez quand les enfants n'aiment pas quelque chose, posez-le la question. Par exemple, j'affirme, l'alcool n'a jamais été fait pour le corps humain. Ça reste 36 heures de temps et puis ça part. Après, l'alcool. Mais, les scientifiques le disent, on peut boire un verre et quand même conduire correctement. L'alcool, on ne va pas le donner à un enfant. La cigarette, on ne donne pas à un enfant. Et un film d'horreur aussi, on ne donne pas à un enfant. Le film d'horreur que what you digest in your mind, ça fait des effets. Bon, bien moins que je n'ai jamais aimé les films d'horreur. Et je fais maintenant, je fais le choix de ne pas les voir. Mais le cinéma, c'est quelque chose. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais le film qui est très récemment, j'ai vu un film que tout le monde entend parler, c'est The Runaway. J'aime pas ce genre de film, non. Mais je salue le professionnalisme, ça c'est du cinéma. Moi j'aime les films très divertissants, que pas mal de gens n'aiment pas, La folle journée de Félix Bueller. Ah oui. Et puis The Full Monty. J'ai tellement trouvé ce film extraordinaire que j'ai cherché qui c'est qui l'a vu à Maurice, mais finalement c'est celui qui écrit des articles sur un des quotidiens, qui me dit que ça a été primé en Italie, avec Robert Carlyle, qui a joué dans James Les films à l'eau de rose, ça produit du bonheur. Les films à l'eau de rose, il y a des séries qui passent, des séries brésiliennes, des télénovelas. Mais bien sûr. Oh là, attendez. Souvent, on parlait de films, souvent, notre voisin écoute une musique, un disque qu'on n'aime pas du tout, qu'on trouve dégueulasse, mais ça fait son bonheur. Récemment, là, il y a Frédéric François, le chanteur, qui va venir. Moi, j'écoute pas, mais ça fait le bonheur de maman. Maman aime. Oui. Alors, s'il y a des trucs qui sont corrects, qui font le bonheur des gens, waouh, ben, qui le regardent. Moi, bien sûr, j'ai des films à l'eau de rose, j'ai pas regardé, bien que j'ai prêté ma voix pour. Je l'ai déjà bossé. Mais il faut respecter les gens, il y a des trucs que les gens aiment. Peut-être quelqu'un qui boit du Nord, aimer se divertir en regardant un film à l'eau de rose, ça va contribuer à son bonheur. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Parce que j'étais adolescent, et quand même, après, j'ai vu des gens qui étaient amoureux, qui étaient dans la peine, que d'autres les avaient quittés, etc. Plus on tourne avec ce genre d'image dans la tête, et mieux on reste avec ça. Donc, je dis ça, bon, je parle avec franchise, je dis ça à des veuves aussi, je leur dis, quand je peux le dire, elles veulent un nouveau compagnon, mais elles gardent la photo de celui qu'elles ont aimé pendant des années. Et ça, c'est extrêmement humain, ça. Oui, mais il faut faire un choix. Et l'autre ne va pas venir. Le nouveau compagnon, parce qu'à cet âge-là, c'est bon, on veut un compagnon, etc. Il ne va pas venir, parce que c'est tellement faux l'image qu'on a gardée. Je ne vois pas comment l'autre vient. Il faut comprendre quelque chose, c'est pas que je suis né comme ça. Il y a beaucoup de choses que je sais un peu, il y a beaucoup de choses que j'essaie de mettre en place aussi. Par exemple, je pense que jusqu'à maintenant, il y a des gens quelque part, même des fois, mais ça se travaille. Des fois, je le mets sur mon portable, que ça me fera plus, je le vois, mais des fois, ça vient. Des fois, en cours de conversation, il y a des choses que j'avais dit et puis je ne dis pas, des trucs comme ça. Voilà. Pourquoi parce qu'on fait vous faites un partage, vous savez, si vous allez dire ça, ça va disturber le bonheur de cette personne-là. Non, pourquoi le vote? Pardon? Pourquoi le vote? Parce que la parole a une puissance. Souvenez-vous, je vais le dire en patois, qui fait God, fait un monde qui ne dit un mot pour toi. Parce que la parole est puissante. Parce que la même personne, s'il a menacé son voisin, je vais te tuer, ça va ressasser dans sa tête. Et créer un... Et il va le faire. Allons parler des maîtres, Jésus-Christ, Shiva, Bouddha, etc., etc. C'était des gens qui avaient une maîtrise de la vie. Alors, c'est quoi la maîtrise?
Par exemple, il se sentait différent face à la douleur. Patrice Jeanne, on a fait vraiment une très longue dernière question. Okay. C'est peut-être ma première fois que ma dernière question est aussi longue que ça. Est-ce que votre bonheur, il est communicatif? Vous le communiquez à vos... Ah, j'aime le communiquer. C'est tout simple quand je rencontre quelqu'un, que ce soit quotidiennement, je le transmets, oui, c'est important. C'est vraiment important de montrer qu'on est heureux. On a deux façons quand on rencontre quelqu'un. On peut être lourd et lui parler et lui transmettre. Les gens aiment ça. Les gens sont heureux quand vous les voyez. Et, voilà. Et choisir les bons mots des fois. Des fois, quelqu'un il n'est peut-être pas dans un bon jour, etc. Et il y a toujours une façon de parler aux gens. Voilà. Patrice Jeanne, merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir.